Le dolmen, récit extrait des contes et légendes de Bretagne, lecture par Christophe Tabar. Ah, quel singulier aveuglement nous pousse à nier l'inexplicable, s'écria Yves. Ne voyons-nous pas chaque jour des intelligences supérieures, étonnées par des clartés nouvelles, proclamer impérieusement des vérités qui sont démenties le lendemain? La vérité, c'est que nous ne savons rien. L'inexplicable, tu sais que je ne prononce pas ce mot à la légère, eh bien, il est là sans cesse autour de nous. Moi-même j'en ai la preuve. Et comme Yves s'arrêtait, l'esprit absorbé par un souvenir, Jean d'un geste nerveux jeta au feu la cigarette à peine commencée qu'il tenait entre les doigts, puis « Je ne t'ai jamais parlé de la mort de Fanny, dit-il brusquement. » Son ton était bref, saccadé, comme si ses propres paroles le blessaient. Son regard se contractait sous l'angoisse d'une évocation douloureuse. « Pourquoi rappeler ce passé qui a été atroce pour toi ?» dit son ami. Et en prononçant ces paroles, il revoyait le drame qui avait meurtri la vie de Jean 3 ans auparavant, sa femme morte d'un anévrisme au cœur pendant une partie au clair de lune en Bretagne. Cette mort avait eu lieu dans des circonstances assez singulières qu'il connaissait mal, mais il se rappelait quel déchirement avait été pour son ami cette disparition, de l'être qu'il chérissait plus que tout. Il se souvenait aussi de l'étonnement qu'il éprouvait à penser que Jean avait pu aimer à ce point, lui le travailleur épris d'un idéal austère, la mondaine frivole qu'était Fanny de Kerouet. Mais Jean continuait, pris par cet impérieux besoin de se confier qui entraîne parfois les natures silencieuses. Non, je ne t'en ai jamais parlé, je n'ai pas pu. Car cette mort n'a pas été seulement l'effondrement de mon bonheur, elle a été terrible, inexplicable. Oui, je sais que le médecin a prononcé un anévrisme du cœur. C'est simple, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai entendu, il s'arrêta, passa la main sur son front machinalement, comme s'il voulait chasser un cauchemar obsédant, puis se maîtrisant, il reprit avec calme. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Tu te souviens peut-être combien Fanny aimait peu la Bretagne, habituée au mouvement, à l'agitation mondaine des plages normandes. Elle avait pris en horreur mon manoir triste au milieu de la lande. Moi, tu sais ce que j'aimais là. C'était tout le passé des miens. C'était aussi un peu de moi. Un moi disparu dans la fièvre de Paris que je retrouvais parmi ces murs et ces êtres près desquels, enfant, j'avais passé mes plus heureux jours. Mon égoïsme me persuadait que le repos convenait à la santé toujours délicate de Fanny, surmenée par son existence parisienne. Et puis, je voulais croire qu'un jour viendrait où elle verrait mon pays breton avec mes yeux et qu'elle l'aimerait avec un peu de mon cœur. Je revois si bien le jour où fut décidée cette funeste partie où elle devait trouver la mort. C'était un matin de la fin août, un de ces matins de soleil clair comme il y en a en Bretagne. Jamais dans aucun pays je n'ai vu cette clarté si pure, ce ciel si léger et cette richesse infinie de tons. Nous étions montés jusqu'au dolmen de Lochmer. Pendant mes vacances, autrefois, j'étais venu là, attiré par le mystère qui s'attachait au dolmen et par le charme pénétrant et comme invincible du paysage. La vue est très étendue du plateau au sommet duquel le dolmen est situé. Ce matin-là, elle était admirable. La lande autour de nous ondulait, tachée de violet par la bruyère. Puis c'étaient les champs de sarrasin déjà brunis et les hautes fougères dorées par le soleil d'été. Pas un toit, pas même la pointe élancée d'un clocher à l'horizon. La solitude complète, sauvage, et que le soleil faisait riante pourtant. Je regardais au loin la mer bleue, scintillante, sur laquelle passait une barque de pêche, découpant sur le ciel sa fine voile brune. Puis je me retournai vers Fanny, inquiet de son silence, craignant de voir dans ses yeux ce regard d'ennui que j'y rencontrais trop souvent. Accoudée contre le dolmen, distraitement, elle frappait la pierre du bout de son ombrelle de dentelle, et le lichen se détachait, tombait sur sa robe blanche sans bruit. Et tout à coup de la voir là, si jolie, frêle dans son élégance si moderne, je fus saisi par l'étrange ironie du contraste. Ce géant qui avait traversé debout tant de siècles, ce tombeau autour duquel avaient retenti peut-être des cris de lutte sauvage, témoins muets d'un passé inconnu, n'était plus qu'un amas de pierres effritées,
qu'une Parisienne insouciante frappait de son ombrelle. Et voilà que les histoires effrayantes du dolmen, oubliées depuis longtemps, me revinrent à la mémoire. Pour tous ceux du pays, l'endroit était maudit. Malheur aux chrétiens qui la nuit s'aventuraient là. On n'en revenait pas, disaient les paysans, et aucun d'eux ne s'y fût risqué le jour tombé. Il ne fallait pas braver les esprits. Quels esprits! Ils ne paraissaient pas le savoir. Peut-être le souvenir d'un drame sanglant joué autrefois près du dolmen avait-il fait naître cette terreur. Peut-être venait-elle seulement du mystère d'un passé trop lointain. Je me rappelais, entre bien d'autres, l'histoire de Péric, le tailleur. Ce garçon beau parleur, impie, ne croyant ni à Dieu, ni aux mauvais anges, s'était fait fort de passer la nuit sur le dolmen. Il avait amené des compagnons, joyeux buveurs comme lui, mais au dernier moment, pris de peur, ils étaient partis, le laissant seul. On l'avait trouvé le lendemain, étendu à côté du dolmen, mort, la face convulsée. La voix de Fanny me tira brusquement de ses souvenirs. « Jean, j'ai un projet, me dit-elle gaiement. La semaine prochaine, quand les deux Champère et Henri de Coaly seront ici, nous ferons un pique-nique au clair de lune autour du dolmen. »« Quelle folie !» m'écriai-je involontairement. Je fus surpris de la violence avec laquelle j'avais prononcé ces mots. Voyant son regard étonné et mécontent, j'expliquai. « Mais le chemin est affreux, à peine si l'on peut sans fardeau y passer à pied. »« Rien de plus facile. Joël et Hervé porteront les provisions jusqu'ici. » Je ne sais pourquoi l'idée de ce pique-nique me bouleversait. « As-tu songé, fis-je, hésitant, que ce dolmen a été un tombeau autrefois que... » J'allais lui conter ces histoires qui hantaient mon imagination, et puis je m'arrêtai, craignant de voir sur ses lèvres ce pli ironique que je redoutais si fort. Elle haussa les épaules. « Oh, il y a si longtemps !» Troublé, j'ajoutai maladroitement. « Pour les gens du pays, l'endroit est défendu la nuit. »« Non, mais es-tu assez campagnard de t'occuper de ces sottes histoires ? Sont-ils assez ridicules, ces paysans, avec leurs superstitions ? Raison de plus pour y venir, à ce dolmen. Nous sablerons le champagne à côté de ces pierres maussades. Tu verras, on s'amusera. Ce sera tout à fait réussi. » Je me tus. De quel droit lui gâter ce plaisir, exaspérer encore son amertume contre ce pays qu'elle aimait si peu ? Rien de plus naturel que cette partie, après tout. N'étais-je pas absurde, en effet, de m'occuper de ces histoires de paysans ? 8 jours furent vite passés. L'arrivée de nos amis m'avait occupé. Je ne songeais plus à ce pique-nique lorsqu'un soir Fanny dit « Tu sais, c'est demain que nous allons à Lochmer. Nous aurons pleine lune. Il faudra partir vers 9 heures. » Je ne répondis rien. Tout le lendemain, je ne pus me débarrasser d'une indéfinissable tristesse. À chaque instant, je revoyais le dolmen, à côté duquel j'avais tant de fois rêvé. J'entendais par avance les rires, les plaisanteries qui allaient troubler la solitude de sa nuit. J'espérais jusqu'au dernier moment un contretemps, un événement imprévu qui arrêterait cette partie. Mais ce fut en vain. À 9 heures, tout était prêt. Nos amis se montraient ravis de cette excursion au clair de lune. Tu sais comme, dans ces parties, tout devient prétexte à rire. Je me souviens que les cahots brusques de la voiture nous jetèrent les uns contre les autres et nous mirent en gaieté. Au bout d'une demi-heure, il fallut laisser la voiture et nous engager à pied dans le sentier qui monte au dolmen. Le clair de lune était magnifique. Des lueurs argentées, tremblantes au loin, révélaient la mer. Sur la lande blanche, immobile, pesait le grand silence de la nuit. Puis c'étaient des rires, la voix de Fanny, claire et moqueuse, qui troublait le silence. Je ne sais comment te définir l'impression que j'éprouvais en approchant du dolmen. J'avais une envie presque irrésistible de m'en aller, d'empêcher cette partie, et pourtant, j'avançais toujours. Sous cet éclairage froid de la lune, il paraissait plus grand et, comment te dire cela, plus seul. On eût dit quelque monstre informe, menaçant, dressé sur la lande. Peut-être est-ce que je vais te paraître absurde, mais un instant, il me sembla que j'avais devant moi, non des pierres grossières, une chose, un être vivant et hostile. Ah, si j'avais eu le courage de parler à cette minute-là, de les emmener sous n'importe quel prétexte, d'imposer ma volonté. Mais ils étaient si joyeux, si insouciants.
Fanny, très affairée, déballait les provisions au milieu d'un cliquetis de verres et d'assiettes. On s'installait au pied du dolmen, face à la mer. Les domestiques mettaient des couvertures à terre. Je remarquai qu'ils se hâtaient, maladroits, nous bousculant presque. Ils se dépêchèrent de partir, nous saluant à peine, et courant jusqu'au bas du plateau. Comme je revois bien les détails de cette soirée. Madeleine de Champère, quittant son attitude de statue douloureuse, se déridait, riait franchement. Coaly, de son ton froid, racontait des histoires drôles. Fanny, surtout, avait un entrain qui se communiquait à tous. Moi-même, je me sentais gagné par sa gaieté, presque fébrile. « Savez-vous, disait-elle, que Jean a failli interdire ce pique-nique ? Il paraît que nous bravons la colère terrible des esprits. Si vous l'aviez entendu me dire... » Ici, elle imitait ma voix. « Fanny, tu sais que ce dolmen a été un tombeau. » Et elle partait d'un éclat de rire, et nous rions avec elle, moi comme les autres. Je ne sais ce qui s'était emparé de nous ce soir-là. Nous nous étourdissions de paroles, et le champagne énervait encore notre gaieté. Tout à coup, Fanny se leva, et avant que j'aie pu faire un mouvement, elle s'était hissée, légère, sur le dolmen. Debout sur la pointe des pieds, les yeux brillants, la tête un peu en arrière, toute blanche, on eût dit la charmante statue de Défi Moqueur. « Oyez, oyez !» cria-t-elle de sa voix claire. « Moi, Fanny de Kerouette, à l'heure fatidique de minuit, je défie les esprits de ce lieu. » Il y eut un instant de silence. Involontairement, chacun regardait derrière soi. « Fanny, m'écriai-je, je t'en supplie, descends, descends !» Elle sauta à terre en riant. « Quelle mine lugubre ! Ne dirait-on pas que tu me vois emporté par les esprits ?» Mais toute ma gaieté factice était tombée. La lande me semblait sombre tout à coup. J'étais si pressé de partir, de l'emmener, que je brusquais les choses, à la surprise de nos amis. « Minuit, fis-je. Joël et Hervé devraient être ici. Je vais aller les chercher. Sans cela, nous rentrerons au jour. » Comment ai-je pu la laisser à ce moment-là ? C'est que je la croyais si bien avec les autres. Étrange fatalité que celle qui mène les destinées. À peine m'étais-je éloigné que Madeleine de Champère aperçut, du côté des îles, un feu qui éveilla sa curiosité. Intriguée, elle partit avec Coaly pour essayer de distinguer quelle était cette flamme brillante apparue dans la nuit. Champère était resté auprès de Fanny. Tout à coup, elle aperçut mes jumelles restées à terre. « Allez donc leur porter les jumelles de Jean, dit-elle. S'ils descendent un peu plus bas, ils pourront facilement se rendre compte de la position du feu. » Et comme il hésitait, ne voulant pas la laisser seule, elle insista. « Allez vite les rejoindre. Jean sera ici dans quelques instants. » Il partit, la laissant debout près du dolmen. Je descendais rapidement. J'étais arrivé à mi-côté. J'entendis un cri affreux. Ah, ce cri! Je l'entends toujours. C'était un appel d'angoisse, d'épouvante atroce. « Fanny! Fanny !» m'écriai-je comme un fou, et je me mis à remonter en courant. Tout était silencieux auprès du dolmen. Je ne vis pas mes amis qui accouraient, épouvantés. Fanny était étendue, face contre terre. Je la relevai dans mes bras. Elle était morte. Morte, le visage convulsé et méconnaissable. Si j'ai survécu à l'horreur de ce moment-là, vois-tu, c'est qu'on ne meurt pas de douleur. Jean se tut, luttant contre l'émotion de ce souvenir, puis il ajouta « Le docteur a trouvé une explication très naturelle. Fanny avait le cœur atteint plus gravement que nous ne le soupçonnions. Elle a dû monter sur le dolmen pour m'apercevoir, peut-être, et, sautant à terre, elle sera tombée. La chute aura provoqué un anévrisme. » Comme je parlais de ce cri de terreur que j'avais entendu, il apparut surpris. « Mais vous m'avez dit vous-même qu'il n'y avait personne sur la lande, me dit-il.